Waouh, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Non, attends, la prochaine fois, je ne me fais pas avoir, je regarde ça de près. Ah, flûte! Waouh! Non, mais c'est incroyable! Vous voyez un peu ces moments où votre cerveau semble totalement déconnecté des informations reçues par vos yeux, vos oreilles et même votre nez, j'en sais rien, et que vous vous dites non mais je vis un moment de suspension entre réel et impossible devant un magicien. Mais si je vous disais qu'au-delà de cet émerveillement que la magie procure, elle peut être aussi une sorte d'acte politique, un geste de résistance contre la manipulation, une invitation à l'esprit critique, un pont jeté en fait entre des mondes qui se parlent même plus. Voyons un peu comment et pourquoi. J'ai rencontré David Godrec, l'International Man of Mystery, qui a reçu de nombreux prix, dont le Merlin, qu'il a consacré il y a 10 ans comme le meilleur illusionniste européen. Non, je ne l'ai pas rencontré à Las Vegas, où il réside, ni au célèbre Magic Castle d'Hollywood, où il se produit régulièrement, ni sur un plateau télé. Non, juste dans une salle intimiste à Luxembourg, le Croque-Bedet. Patrick Lesage, que vous avez entendu dans l'épisode 37 sur l'authenticité, m'avait dit « Va le voir, tu comprendras ». Eh ouais, j'ai compris. J'ai été époustouflée. Et puis en arrivant, surprise de Jean-Michel Gaudron qui m'accompagnait et qui m'a dit « Mais tu m'avais pas dit qu'on allait voir David ?» Oh, je le connais. On a partagé la scène lors de la présentation d'un top 100 des décideurs économiques à Luxembourg il y a quelques années. Et voilà, tout est lié. Les hommes, l'écriture, la communication, la magie, en somme, nous sommes tous interconnectés. Et d'ailleurs, David Godrec, il fait pas que des tours. Non, il tisse des liens. Il pose des questions sans donner de réponse. Il nous rappelle qu'entre le mensonge honnête de l'illusion et les fake news, qui aliènent la pensée, il y a un abîme, celui du consentement, celui du respect, de l'authenticité. Vous allez l'entendre en parlant de magie aujourd'hui, mais pas seulement. Il nous remet dans le contexte d'une magie, d'une médecine et d'une religion qui étaient étroitement liées pour soigner, relier au sacré, bien loin de l'image de ce divertissement enfantin qu'on peut encore avoir. Une magie qu'il veut fédératrice dans un monde fragmenté, profonde dans un monde superficiel. Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées qui insuffle de la réflexion, de la controverse, des réactions et qui vous donne aussi envie à votre tour de vous exprimer. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, rédactrice, facilitatrice de ces prises de parole engagées. Et la conversation primordiale d'aujourd'hui commence maintenant. Hi David. Bonjour Anne-Claire. Oula, moyenne. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de venir avec ton programme hyper chargé puisque tu es de passage. C'est moi. T'es de passage à Luxembourg, donc ça fait super plaisir de te recevoir sur Merci. le podcast. On se lance dans le sujet et j'avais envie tout de suite de te poser une question peut-être un peu tordue, mais puisque toi, tu crées délibérément des illusions que le public accepte, auxquelles il adhère, parfois même s'il cherche à comprendre ce qui se passe. Oui. Alors dans cette société où on parle beaucoup de fake news et d'informations manipulées, quel type de rôle presque éthique pourrait jouer la magie pour sensibiliser justement à la différence entre une illusion qui serait, disons, consentie et ce qui pourrait être de l'ordre de la manipulation? Oh waouh! Il faut déjà dire qu'il y a une différence entre les fake news et ce que moi je fais et je pense que cette différence, elle devient même de plus en plus petite et je vais t'expliquer pourquoi je le pense. La magie, en fait, c'est un mensonge honnête, comme tu viens de le dire. Il y a un contrat, non dit entre le magicien et le public. Moi, je leur dis que je vais leur mentir, ils le savent et ils l'acceptent. C'est comme disait Wordsworth, c'est la willing suspension of disbelief. Donc les gens sont prêts à enlever tous leurs préjugés, toutes leurs connaissances physiques, etc.
et ils acceptent justement ce soi-disant mensonge, sachant que, c'est «pour une bonne cause» entre guillemets. Oui. En fait, on nourrit, dans le cas de l'illusion, on nourrit l'imaginaire, ce qui est quelque chose de positif. Alors que, dans la manipulation, dans les fake news, c'est plutôt la pensée qui est aliénée. Et comme je dis, je pense que la différence, devient de plus en plus petit. J'ai l'impression, alors quand je lis les news, quand je regarde les news, que ce contrat se concrétise de plus en plus aussi dans notre société. Ah oui. Je vois des fake news, je sais que ce sont des fake news et je l'accepte et je dis: «Oui, de toute façon, c'est comme ça, je peux rien faire». Ouais. Et il y a même des cas où on le croit carrément et je vois ça dans différents pays où, les médias ne sont plus du tout ce qu'était le journalisme autrefois. C'était censé être objectif. Moi, je vois dans certains pays, un côté est tel, l'autre côté est tel et je ne vois plus des news, je vois des opinions. Ouais. Il y a un journaliste qui va voir une action et qui va passer 10 minutes à interpréter plutôt que de dire: «Voilà ce qui s'est passé» et de l'autre côté, ils vont choisir de couvrir quelque chose d'autre avec une autre opinion qui va évidemment nourrir leur narratif et je pense que ça, c'est la grande différence entre le magicien, donc l'illusion consentie, le contrat et la manipulation, l'aliénation de la pensée qui se fait justement par les médias et par les fake news malheureusement. Oui, alors bon, évidemment, le cadre peut sembler clair puisque d'un côté on parle d'amusement, d'art et cetera et de l'autre côté d'information, c'est vrai. Mais c'était plus sur le côté, comment est-ce que je vais dire? Articulation, le fonctionnement technique Oui. de la manipulation, mais ce que tu dis est juste et ça me rappelle le livre, dont parlait Anna Vassilieva dans un précédent podcast, Comment sauver, l'information des milliardaires ou quelque chose comme ça, enfin je leur mettrai Oui, en note et c'est exactement ce que tu dis, où maintenant on ne s'intéresse plus aux faits, mais on met en scène. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors justement, donc toi, tu connais aussi ces mécanismes à la fois de l'attention, de la distraction et comment est-ce qu'on peut utiliser ce savoir pour peut-être justement révéler aux gens en leur disant: «Mais regardez, les techniques de manipulation médiatique ou politique, elles sont bien là». Est-ce qu'il y a des pistes ou des tu vois, des croisements qu'on pourrait faire? Absolument. Il y a moi-même, je donne des séminaires, des conférences sur la communication, sur la manipulation, sur le leadership et je le fais pour des gens qui s'y intéressent. Il faut pas oublier et ça, c'est aussi un phénomène, je dirais qu'il n'est même pas récent. J'ai eu très longtemps cru que c'était le cas, mais je ne pense pas, et j'ai réussi à l'articuler plus récemment. Je pense que c'est ça la différence. J'ai réalisé que l'idéologie d'une personne, le système de valeurs sera toujours plus fort que les faits. Et peu importe ce que je vais faire pour t'expliquer que tel câble est noir alors que toi tu crois qu'il est orange, quoi que je fasse, peu importe les techniques que j'utiliserai, et il faut que je touche vraiment le bon point commun pour que tu acceptes cette information. Donc il y a des techniques qui sont très concrètes, qui sont parfois même très basiques, qui sont appliquées aussi bien dans mon domaine que dans le domaine de la politique, du journalisme, notamment dans le fake news. Et ça se voit d'aujourd'hui de plus en plus parce que c'est accessible sur les réseaux sociaux alors qu'autrefois c'était beaucoup plus limité. On n'avait pas tellement accès à ces techniques, respectivement au display de ces techniques. Mais malheureusement, je crains que l'explication ne sera valable que pour la personne qui sera ouverte à l'explication. Et moi, je le vis de plus en plus avec des gens, que ce soit la religion, la politique, d'autres valeurs. Si moi, j'essaie de t'expliquer avec faits très clairs que 1 + 1 = 2, mais si quelqu'un est convaincu que c'est 5, que ça égale 5, ils trouveront tous les contre-arguments et quoi que je leur explique, ça ne marchera pas, malheureusement. Ouais, alors ça veut dire qu'on est de plus en plus dans une société de division, d'opposition clivante, en fait? J'ai l'impression qu'on y arrive de plus en plus et j'ai vécu aux États-Unis maintenant pendant presque 10 ans, je pensais que c'était lié à ça, mais je suis revenu au Luxembourg quelques mois, je le vis ici aussi. C'est très noir ou blanc, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de milieu. À l'époque, il y avait enfin à l'époque, bon, je parle comme un vieux. Que nous ne Oui, sommes pas. ouais, exactement, c'est drôle d'avoir l'âge de vieux maintenant. Mais effectivement, j'ai l'impression que le chasme entre les opinions s'ouvre de plus en plus et je vais revenir aux réseaux sociaux, on se nourrit de ce qui nous intéresse. L'algorithme le soutient aussi, mais je vois des gens qui, je crois en telle valeur, mais je vais lire
de la littérature exclusivement sur ce sujet et si quelqu'un me propose quelque chose qui pourrait le contredire: «Ah non, non, ça m'intéresse pas». Alors que moi, je suis curieux. Moi, je veux savoir, même si je ne suis pas d'accord, montre-moi, explique-moi. J'ai un ami qui est chrétien, qui est vraiment ultra chrétien et il m'a offert un livre il y a des années et il m'a dit: «Je te l'offre seulement si tu me promets de le lire» et je lui ai fait la promesse. Je lui ai dit: «Écoute, je suis intéressé, je veux savoir» et j'ai lu le livre, c'était fascinant. Je n'ai pas accroché du tout, mais j'étais ouvert à la possibilité et je pense que c'est ça qui manque de plus en plus parce que les informations qui sont accessibles de nos jours, qui sont énormes, on a une éc c'est éclectique, c'est vaste, il y a tellement d'informations qui nous bombardent tous les jours et malheureusement, chacun choisit les informations qui l'intéressent. Si on va dans le domaine politique, si je suis plus de gauche, je vais regarder les news des gauches et si je suis plus de droite, je vais regarder les news des droites, mais je ne vais pas trop m'intéresser à ce que disent les autres parce que ça pourrait me contrarier et peut-être prouver que j'ai tort et ça, personne ne le veut. Alors, c'est un domaine un peu, connexe qui est le marketing. Toi, tu crées avec ton public ce que les spécialistes du marketing, je appellent résonance. Oui. Et alors, comment tu arrives, toi, à établir cette connexion, émotionnelle qui reste authentique, alors justement que ton art repose sur une forme, on l'a déjà dit, enfin, tu l'as dit, de tromperie constante? Oui, oui, oui. Mais je pense justement, tu viens d'utiliser le mot, c'est l'authenticité. Je pense que déjà de par ce contrat, le mensonge devient réalité parce qu'on l'accepte tel quel et dans mon cas, c'est la symbolique des tours, c'est l'histoire des tours, le storytelling, justement pour reprendre un terme marketing, c'est moi en tant que personnage, c'est l'authenticité. Je le vis depuis que j'ai commencé à voyager beaucoup plus internationalement, ça a été toujours un attribut qui m'a été donné par les spectateurs, c'est l'authenticité. Je suis un personnage sur scène, mais qui est très proche de ce que je suis en tant que personne et les gens le ressentent. Je pense qu'il y a une intuition, je dirais même universelle, j'oserais dire ça. On va pas parler de Carl Jung là, mais il y a quelque chose dans ce sujet qui fait que, les gens ressentent l'authenticité. Qu'elle soit vraiment authentique ou qu'elle soit simulée, je pense que les gens voient la différence et c'est là où je pense que j'ai réussi à créer cette résonance en créant un numéro qui a une histoire, qui a quelque chose qui touche les gens, qui est sincère, qui est authentique et qui a une symbolique effectivement qui résonne avec les gens justement, pour utiliser le même terme. Oui, je peux, m'amuser à comment dire? À confirmer ce que tu dis pour avoir assisté à un de tes spectacles ou en tout cas un petit bout, où on sent effectivement que tu mets aussi au service de l'autre ton spectacle. Il n'est pas que au service de ta gloriole, on va dire, mais ça permet aussi aux gens de se poser des questions. On n'est pas juste là, bon évidemment on est ébahi, ébloui, on se dit: «Ah mais comment il fait? Comment il fait?» Ça reste de la magie, c'est le principe. Mais derrière, je me souviens très bien que j'avais été touchée par les propositions que tu avais faites en donnant des cartes, en disant voilà, je me souviens plus exactement, mais c'était des questions sur soi, en fait. Oui. On entrait dans le spectacle avec toi, avec des questions qui étaient assez intimes et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire et d'accepter que l'autre se rentre dans le spectacle avec toi. C'est ça, c'est ça. J'ai effectivement, depuis toujours, j'ai toujours eu le désir de créer un spectacle, une expérience même, qui, je l'appelle, est you focused. It's all about the audience. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas là pour vous montrer que je suis le meilleur, le plus grand, le plus intelligent et que je sais des choses que vous ne savez pas parce que dans le domaine de la magie, je le suis, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de partager un moment ensemble, et justement, c'est de créer de poser des questions, mais différemment. De sorte, comme Socrate à l'époque, de faire que tu te poses la question toi-même. Moi, je vais te montrer un tour, il y a une histoire autour, il y a un petit message que je vais te donner comme ça, comme une petite goutte et je dis toujours: «C'est comme l'océan». L'océan, il est très profond et n'a pas besoin de le dire, il l'est tout simplement et mon spectacle, je compare à ça, c'est que s'il y a de la profondeur, ceux qui le comprendront, bah, tant mieux, ils auront les questions, ils vont se les poser, ils auront peut-être des réponses tôt ou tard. Mais ceux qui ne se posent pas ces questions, ceux qui n'ont pas découvert ce message, cette symbolique plus profonde, mais j'espère qu'ils auront quand même passé un bon moment, plus agréable, divertissant et avec des belles images. Donc ça, c'est mon but, en fait. Ouais, je pense qu'il atteint le but, hein. Bah, alors et donc, l'étape suivante pourrait être que, beh, il y a aussi certains de tes confrères, j'imagine, qui enfin, je suppose, oui, qui utilisent leur art aussi pour faire passer des messages carrément engagés sur certains sujets.
Ça peut être, bah, tu as parlé tout à l'heure de religion, politique, les droits humains, l'écologie. Est-ce que toi aussi, tu as intégré déjà des choses dans tes spectacles? Et si oui, comment tu as réussi un petit peu à le comment dire? À le saupoudrer sans que ce soit, la grosse machine, un peu évidente, et peut-être un peu caricaturale? Hem, je ne suis pas militant dans mes spectacles. J'ai toujours évité cela parce que je suis d'avis que les gens qui viennent voir un spectacle, il faut déjà différencier entre, dans mon domaine, quand je fais du corporate, quand je fais des spectacles pour des entreprises, je suis un accessoire. Donc je suis là pour servir un but spécifique, mais quand j'ai mon spectacle public, les gens viennent me voir pour me voir. Et de nouveau, je pense que la prémisse pour laquelle ils viennent voir un spectacle d'un magicien ou de David Goldrake, c'est justement parce qu'on veut oublier le quotidien. On Ouais. veut oublier ses soucis, je veux me détendre, je veux être, voilà, relax. Et je ne pense pas que c'est mon rôle en tant que magicien de commencer à faire, de la politique, de la religion ou autre, de l'éthique. Donc moi je préfère, éveiller la conscience, comme je l'ai dit, par des histoires, par des sujets qui nous touchent en tant qu'humains. Moi je parle d'émotions, je parle de connexion, je parle du temps, je parle de l'âge, du vieillissement, qui sont des sujets qui nous touchent tous, sans polariser. Ouais. Et ça, c'est mon but. Je ne pense pas, comme je l'ai dit avant, je ne pense pas que mon rôle en tant que magicien, c'est de donner des réponses, parce que mes réponses ne seront toujours que mon opinion. Et donc je préfère justement provoquer un questionnement, un esprit critique, qui fait que chacun trouvera ses réponses à soi-même, mais plutôt sur la condition humaine. Voilà, je préfère ce terme-là. Donc ça, c'est ce que moi je fais. J'ai des amis qui sont militants, j'ai des collègues, il y a Penn and Teller aux États-Unis qui ont leur spectacle depuis maintenant 50 ans, je crois. Mais eux, ça a toujours été très, très, très politique, très militant. C'était, on est des athées et on va vous prouver que l'athéisme, c'est la vérité avec un V majuscule. On croit pas en ça, on va vous prouver que c'est comme ça et ça reste ton opinion et c'est bien pour eux, ça marche, ça a marché, mais je ce n'est pas mon style. Même si c'est pas ton style et j'entends parfaitement ce que tu dis, j'ai quand même l'impression que et ça c'est utile, ce que tu as dit, ça m'a vraiment fait tilt quand tu as dit, «J'éveille les consciences». Est-ce que la magie qui rend un peu invisible, enfin plutôt visible l'invisible, oui, arrivé, est-ce que justement elle est pas là un petit peu pour nous aller nous triturer, au-delà de nos apparences, de nos croyances, de nos évidences, de ce en quoi on croit? Et alors même si tu n'es pas militant et ça je l'entends, le fait de semer des petites graines des petites questions, des petites, portes qui s'ouvrent, des petites fenêtres, est-ce que finalement c'est pas quand même une manière d'aller au-delà de ce que les gens, comment amènent quand ils viennent au spectacle, leur personne et puis de repartir un peu enrichis? En tout cas, moi je l'avais vécu comme ça, mais est-ce que C'est à 100 mon but. ouais, C'est à 100 mon but. Je pense que la nuance et je pense que c'est ça la réponse, je ne suis pas dogmatique. oui, Je me rappelle, bon, j'ai lu toute ma jeunesse, j'ai lu encore beaucoup, énormément et j'ai réalisé surtout dans mon art que, la littérature, magique, on va l'appeler comme ça, des années 40-50 était très dogmatique. Tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Et il n'y avait pas de place pour la croissance, pour l'esprit critique justement de faire quelque chose différemment et j'ai vu que ça évolue au fil des décennies, que maintenant quand je lis un bouquin, je dis: «Tiens, ouais, voilà, ce n'est plus si il y a quelques auteurs, ils sont encore qui sont comme ça», parce que justement souvent ce sont des autodidactes. Ça marche comme ça pour eux, donc pour eux, c'est la vérité. Alors que pour toi, une différente position d'épaule aussi serait peut-être mieux. Donc je pense que c'est le dogme. Je n'ai jamais été très fan du dogme, dans toute ma vie, dans tous les domaines et je pense que c'est ça. Je ne veux pas être là, ça c'est la vérité, ça c'est ben, maintenant je vous ai donné la réponse. Non, c'est réfléchissez à ce que je viens de vous dire. J'ai un tour avec lequel je termine souvent mes spectacles qui s'appelle le puzzle de la vie. Je parle des obstacles qu'on doit surmonter et cetera, qu'à la fin du compte, on reste quand même tous unis et que chacun est le puzzle est la pièce d'un puzzle d'une autre personne et je vois les gens, des fois, il y a des gens qui pleurent, des fois, il y a des gens qui viennent chez moi. Je viens justement de vivre ça et ça m'a donné une nouvelle perspective et ça, c'est simplement grâce à la narration, justement, le storytelling, où j'espère justement toucher l'émotion et l'esprit critique du public. ah bah, voilà, donc c'est bien ce que je dis et c'était quand même une forme d'engagement à se poser des questions et nous nous rejoignons sur la question du dogme, enfin bon, soit ça n'intéresse pas forcément les auditeurs. Mais alors Who knows?
Je suis aussi, dans cette mouvance-là de poser des questions plus que de donner des conseils. Comment est-ce que tu pourrais dire que aujourd'hui, bah, ça reste quand même un émerveillement encore collectif, que suscite la magie? On a parlé de polarité. Est-ce que justement cet, émerveillement et cette magie peuvent pas créer des ponts entre des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions ou qui ne sont pas de mêmes horizons finalement? La magie fait ça absolument et je pense que beaucoup d'art, vivant, crée ce phénomène, ce beau phénomène. Parce que les gens, peu importe leurs origines, leur culture, leur background, nous avons tous les mêmes émotions à la fin du jour. Et je pense que nous sommes là justement tous, toutes les personnes qui viennent voir un spectacle de danse, de ballet, c'est la même chose, une pièce de théâtre ou un spectacle de magie ou un concert. Ils sont là pour voir la même chose. Ils sont là justement pour vivre des belles émotions, pour vivre des émotions qu'ils partagent, qu'ils ont en commun. Et c'est là où on oublie justement toutes les différences qu'on a dans le quotidien. Et pour moi, la magie, c'est effectivement ça. C'est le fait c'est un art universel. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Je n'ai pas le spectacle que tu l'as vu, je ne sais pas si j'avais ce numéro avec les bagues, mais je parle justement, je l'ai fait, d'accord. Je parle justement j'ai voyagé tellement, j'ai réalisé que la magie est un langage universel qui n'a pas besoin de langue parlée, qui rapproche les gens. Et je pense, et je suis sincère, je suis effectivement convaincu que dans notre temps contemporain, dans ce temps divisé, les connexions humaines sont le plus beau cadeau qu'on puisse vivre. Et je fais justement donc le tour j'enclave des bagues empruntées de 3 spectateurs, heu, au hasard. Et là, pour moi, ça, c'est l'exemple suprême de ce qu'on vient de dire, de ce que tu viens de me demander. C'est effectivement là où je rapproche les gens. On est tous un. On est tous un. Je parle aussi dans un autre spectacle du phénomène du cœur. Quand on me demande: «C'est quoi pour toi de faire un spectacle, de performer?» Bah, je dis toujours: «Moi, je commence avec mon battement, mon cœur qui a mon rythme, et le public en tant qu'entité séparée, ils ont leur battement. Et le but, c'est qu'à la fin, ils ont tous le même battement. And that's where we all come together.» Donc ça, c'est pour moi, c'est le but, en fait, de tout spectacle-là. Alors ça me met en joie d'entendre ça et ça me permet, ma question suivante, un rebond, merci beaucoup. On est dans une société qui est saturée d'images. Alors bon, évidemment, quand on te voit, il y a une image dans le sens où tu es là et tu proposes des choses, visuelles, on va dire, mais pas que. Alors comment est-ce que là, tu arrives à reconnecter et est-ce que, finalement, les gens se sentent pas perdus parce qu'ils n'ont pas un PowerPoint derrière? On fait encore des PowerPoint aujourd'hui? Hem, waouh! Moi, je pense qu'il y a un terme qui me vient tout de suite à l'idée, c'est immersif. C'est le grand keyword depuis quelques années pour tout spectacle, pour toute expérience et aventure, et je pense que c'est justement ça que les gens recherchaient très longtemps. Moi, je pense qu'il faut stimuler tous les sens, mais de façon, modérée, de façon calculée, à ce que les gens ne soient pas, comme tu l'as dit, sursaturés de tout ça. Quand on a créé mon premier spectacle Tropicana, on était le premier spectacle de magie à avoir du mapping 3D, et j'ai travaillé avec des gens de Belgique qui ont fait le premier spectacle de Céline Dion à Las Vegas, qui ont fait plein d'autres qui ont fait il y avait la cathédrale de Metz, je crois, tout le mapping et tout ça, c'est eux qui ont fait tout ça. Ils ont fait le dernier programme du Lido, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est des pros qui ont travaillé pendant des décennies dans le monde entier, que ce soit Macao, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, peu importe. Ma contrainte, mon paramètre, c'était: je veux que les visuels supportent justement ce que je fais sur scène. Je ne veux surtout pas que ça soit overwhelming, que les gens aient ce truc: «Ah, c'est trop puissant pour nous, il y a trop d'input, de stimuli», justement, et c'est ça pour moi, je pense que c'est ça le secret. C'est de garder une balance et ne pas être trop extrême ni dans l'acoustique, ni dans le visuel, et justement de garder cette expérience réelle. Parce que justement tout ce qu'on a aujourd'hui avec les téléphones et cetera, ça reste toujours de l'écran, et pour moi, je pense que l'expérience réelle, authentique, énergétique, c'est le secret. C'est ça justement qui fait que qu'on a ça, qu'on ressent ça. Alors, tu as parlé des réseaux sociaux, tu as parlé des écrans et cetera. Sur tous ces supports, en fait, on peut filtrer, on peut être vachement pas le beau, on peut être vachement, voilà, on va couper. Même ici, objectivement, le podcast, on fait qu'il est encore plus beau que quand on enregistre,
à nu ou accru, je sais pas comment on pourrait dire. Hem, donc toi, ça veut dire que ça comporte quand même une part de risque, qu'on n'a plus avec quoi, qu'on a de moins en moins, on va dire, parce que, ben, on se OK, toi aussi tu te maquilles quand tu vas sur scène, c'est logique. Mais en dehors de cet aspect-là, je dirais, comment est-ce que tu arrives à justement à jongler, même si tu n'es pas jongleur, voilà, tu es un magicien, avec cette, Imprévis. qu'est-ce que j'ai Oui, c'est ça, imprévis. imprévisibilité, je vais y arriver et puis, ben, aussi une certaine forme de vulnérabilité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est très vulnérable en tant que performeur, live. Je dis toujours et je ne suis pas le seul à le dire, en tant que performeur, quand tu vas sur scène, même je dirais en tant que personne publique, que ce soit un auteur, que ce soit toi avec ton podcast, nous nous exposons à l'opinion des autres. Et en fait, à la base, le sous-texte, c'est: «Voilà, je suis devant vous, je suis tout nu, soit vous m'acceptez, soit vous ne m'acceptez pas». Et c'est un risque qu'il faut prendre. Un film est pareil, mais comme tu l'as dit, il y a les filtres, il y a tout et quand le film il est calé, il sort et on ne peut plus changer. Alors qu'un spectacle, c'est quelque chose de vivant. Oui, c'est justement, c'est le fait d'être vivant, c'est cet aspect, cette vulnérabilité qui rend la chose authentique et la chose intéressante pour tout le monde. Surtout, et j'ai eu cette conversation très récemment, nous vivons tous les gens qui ont un travail, et même moi, tous les gens qui travaillent, qui vivent, on on devient très vite accro de la routine. Le changement fait peur à tout le monde. C'est Héraclite qui disait que le changement est la seule constante dans la vie, mais j'ai un travail, je commence ce travail, après du 3 mois, 6 mois, j'ai ma routine. Je comprends le travail, je suis à l'aise et je vais plus prendre de risques. Si je prends un risque trop grand, je risque de me faire virer, les conséquences peuvent être dramatiques et cetera et cetera. Et je pense que c'est valable pour tout le monde, que ce soit un magicien, que ce soit un écrivain. Je prends Dan Brown comme exemple parfait. Quand j'ai lu son premier bouquin, c'était très formulaïque. Mais j'ai lu ça, j'ai dit: «Bon, OK, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça m'intéresse, je veux vraiment lire». Je l'ai lu en une journée, mais la structure était très, très formulaïque et j'ai lu le deuxième pardon, parce que j'en ai plusieurs et j'ai réalisé: «Mais c'est la même formule». Voilà, donc il avait trouvé ce qui marchait pour lui et on va éviter le changement parce que oui, c'est trop risqué. On est trop vulnérable et malgré tout, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Cette vulnérabilité, le fait de montrer aux gens que mais je suis un performeur, mais je suis aussi humain comme vous tous. Je risque, j'ai fait des erreurs, je tombe, je me relève et je pense que ça aussi, c'est un message en soi justement de comprendre que en étant petit, on est tombé X fois avant de marcher et aujourd'hui, on n'ose même plus faire le premier pas parce qu'on pourrait faire une erreur et pour moi, le live, c'est justement ce qui me permet ça. C'est encore cette adrénaline qui remonte à la préhistoire où justement, c'est maintenant je confrontais un nouveau danger, let's do it. Ça, pour moi, c'est très important. Bah, surtout dans un spectacle comme ça qui est quand même très pointu, qui est très il y a une partie technique, il y a une partie, j'imagine bien que c'est pas arrivé ping en claquant des doigts et qu'il a fallu, faire tomber des cartes, révéler le tour avant même qu'il soit terminé et se casser la figure plein de fois avant d'arriver à une forme d'aisance. Oui. On a effectivement c'est Doug Henning, un magicien qui est décédé, il y a quelques années, un grand magicien canadien qui était devenu très célèbre dans les années 80 aux États-Unis et lui, il disait toujours: «La magie, c'est, you make the difficult easy and you make the easy beautiful» Ah et oui. moi, j'ai rajouté un jour: «You make the beautiful magical». Et ça, c'est effectivement le secret, mais je pense que c'est le secret de tout. Et comme tu l'as dit avant, tu as parlé du jongleur. Ça, c'est malheureusement, entre guillemets, malheureusement, ou entre guillemets, la différence entre le jongleur et le magicien. Le jongleur, tu vois son talent. Il te montre son talent. Mon talent, je dois le cacher. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Les heures de répétition, de cacher soit une pièce, de faire ci, de faire ça, mais tu ne le verras jamais. Parce que ça casserait l'illusion. Donc là, il y a la différence aussi entre le jongleur et le magicien, c'est que mon expérience, tu ne la verras jamais. Tu la ressentiras quelque part, mais ce n'est pas quelque chose de tangible et de comparable, alors que chez le jongleur, ben, il fait ça avec 8, avec 10, avec 15. Moi,
Tu ne verras jamais. Tu ne comprendras jamais mon Non, ça, tu ne talent. comprendras jamais. Tu te tortures l'esprit à chaque fois et tu Non, t'es non. comment il a fait? Oh, comment il a encore fait là? Donc on le voit pas, mais on l'imagine et ça laisse aussi une grande place, enfin oui, beaucoup au rêve, à l'imaginaire. Alors le la magie pendant longtemps a été associée plus ou moins au surnaturel et puis c'est devenu un divertissement et maintenant on commence à se poser la question, j'ai entendu dire à droite à gauche, de vraiment le formaliser comme art. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Pour moi, la magie est un art. Ayant dit cela, et on va faire une comparaison avec le théâtre, la peinture, la sculpture, et cetera. Hem, Tu prends un enfant de 3 ans qui fait un dessin, ce ne sera pas de l'art. Tu prends un Picasso qui fait un dessin, ça devient de l'art. Et donc là, pour moi, j'ai déjà fait cette comparaison très tôt et j'ai dit: «Bah, donc la la définition de l'art ne se porte pas sur l'activité en soi, sur le résultat, enfin si, sur le résultat, mais ça ne se porte pas sur l'activité. C'est lié à un individu, c'est lié à l'intention. Et là, je pense que c'est très important justement. On a ces stigmas en tant que magicien justement de c'est pour les enfants, c'est ludique, c'est trivial. Et il faut pas oublier que et beaucoup, bon, je ne dirais pas beaucoup de gens, je crois que personne ne sait que au début, la magie, la médecine et la religion, c'était un. C'était une personne, c'était le chaman. Ah, La chamane, c'était le the wise person. On venait chez toi parce que tu étais médecin, mais en même temps tu étais psychologue slash prêtre, et tu faisais aussi, ça a commencé dans la Grèce ancienne et même beaucoup, beaucoup plus tôt, si on prend les temples avec tous les principes, pneumatiques et hydrauliques pour ouvrir les portes de façon magique, on utilisait la magie justement pour convaincre les gens: «J'ai des pouvoirs que tu n'as pas, donc tu viens chez moi». Et ça n'exclut pas que justement il y avait les connaissances médicales, les herbes et cetera à l'époque. Il y avait la psychologie justement pour la religion, pour, et cetera. Et à un moment, les 3 se sont séparés. Il y a eu le prêtre, il y a eu le médecin et il y a eu le trickster, le magicien qui divertissait les gens. Et il faut pas oublier ça justement pour comprendre qu'à la base, la magie, beaucoup de tours de magie, ils ont une symbolique. Je coupe une corde, je la restaure. Je sais que c'est très trivial, mais à la base, c'est je détruis quelque chose et je le reconstitue. C'est la mort, c'est la résurrection. Il y a beaucoup de symbolique dans beaucoup de tours vraiment très anciens et même récents que les gens ont oubliés. ah bah, merci parce que du coup, au prochain spectacle qu'on ira voir, tu en as un bientôt qui va commencer fin octobre, hein. Oui. Eh ben, on pourra le regarder avec des yeux nouveaux, c'est vraiment, enfin je ouais, j'avais jamais pensé la chose de cette manière et vraiment ça m'éclaire. D'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin sur la question précédente, il y avait des membres du congrès qui disaient, qui voulaient que la magie soit reconnue, je cite: «Comme une forme d'art, rare et précieuse et un trésor national». Est-ce que tu as l'impression qu'avoir une forme de reconnaissance institutionnelle, ça changerait quelque chose à la pratique ou pas du tout? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que ça aiderait la perception du grand public et ça pourrait aider aussi, si nécessaire, dans le sens de subventions, de financement et autres. Ceci étant dit, j'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé la magie, que je regrette qu'on n'ait pas d'institutions académiques comme les écoles de danse, les écoles de théâtre, de film. Et je pense que c'est dû au fait que notre art est tellement vaste. Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la diction, j'ai fait de la danse, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la gymnastique, du mouvement, du mime. Tout ça pour apprendre justement, mon art, pour pouvoir m'exprimer sur scène. C'est pas simplement faire un tour. Tout le monde est capable de prendre une pièce, de la faire disparaître. Mais ça, c'est pas de la magie. Ça, c'est une technique. La magie, elle se passe dans ton cerveau en tant que spectateur. Et mon rôle, c'est de créer justement le contexte où ton cerveau, ta perception, le vivra comme quelque chose de magique. Parce qu'il y a une différence entre un tour et une expérience magique. Pour moi, un lever de soleil ou un coucher de soleil, en fonction de où tu es, en fonction de ton humeur, le moment même, mais ça peut être la chose la plus belle au monde. Ça, tu as la chair de poule, la naissance d'un bébé, mais il n'y a rien de plus magique. Mais et chez nous, sur scène, c'est la même chose. Il faut le contexte. Ce n'est pas, pouf, le bébé est là, mais il y a tout le truc, il y a tout ce qui va avec, tout l'emballage, entre guillemets, qui fait que ça devient magique. Et c'est là où je me dis, ce serait bien que ce soit reconnu comme art, que les gens le comprennent, mais ça engendrerait aussi quelque chose qui m'a toujours dérangé.
je ne pense pas, tu m'as dit que tu as des enfants, je ne pense pas que tu aurais jamais invité Al Pacino pour faire une petite scène de film pour leur 5e ou 8e anniversaire et qui leur dit: «Oh oui, je viens chez toi à la maison et je vais faire ça». Et je pense que le décalage, la décentralisation du spectacle dans le sens que je viens chez toi à la maison et que je fais un spectacle pour un enfant ou des enfants, le problème commence là pour moi. D'accord. Et je ne dirais pas que c'est un problème parce que c'est une belle expérience, mais on va être très psychologue là. Tu as un enfant de 5, 6 ans. Tu vois un magicien qui, pour te divertir, se met entre guillemets à ton niveau. «Oh, on va faire ci, on va faire ça, prends ça, touche ci». Voilà, ça c'est ton expérience du magicien. Et il a des foulards, il a peu importe les articles, les objets qu'il a. Et maintenant tu fast forward 15, 20 ans, tu as 25 ans. C'est quoi un magicien pour toi? C'est celui que tu as vu à l'époque. Oui, les magiciens, ils ont des foulards, ils ont ci, c'est mignon. Tu es imprégné de ce que tu as vu. C'est un système de valeurs comme la politesse, quoi que ce soit que tes parents t'ont appris, tu le prends avec toute ta vie. Et cette première expérience magique, ce ne sera pas il a fait apparaître un éléphant, il a fait léviter sa partenaire, il a lu mes pensées, il m'a touché au plus profondément. C'est oh oui, il avait un petit truc avec un foulard, il a fait apparaître un dessin. Oui, c'était mignon. Ouais. C'est ça. Et là, il y a une dichotomie qui fait que pour moi, à un moment, ça ne les gens ne le voient pas comme de l'art à cause de ça, justement. Et alors, du coup, comment est-ce que toi tu fais pour arriver à ce que les gens dépassent ça et à finalement aussi, rassembler toutes les générations? Parce que, Ah oui. dans le spectacle, quand on était venu te voir, bon, il y avait pas vraiment des tout petits, mais il y avait quand même des enfants de mémoire et en tout cas, c'est quand même accessible. Alors bon, les questions un peu plus philosophiques, peut-être que les enfants peuvent pas se les approprier tout de suite, mais je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'on peut quand même vivre en famille et qui n'est pas juste, un divertissement familial, comme Disney, mais que derrière, ça peut aussi enclencher justement des discussions Je trouve que les messages Disney sont aussi très profonds, hein, et très cruels. Mais pour répondre à ta question, j'essaie de garder la magie adulte, dans l'attitude, Oui, dans ce que je fais. Je ne vais pas parler à un enfant, de façon puérile en pensant que c'est comme ça que parlent les enfants. Et ça, c'est une erreur qui, d'après moi, beaucoup de parents font. J'ai un exemple très concret qui s'est passé il y a 12, 13, 15 ans, je pense. Et je vais donner l'exemple en luxembourgeois. J'étais à la foire, au Bazar international ici à Luxembourg. Je suis à une table haute et il y a une dame qui arrive avec son petit qui a 1 an et demi, 2 ans. Elle l'assied sur la table devant moi. Vraiment là, on est à la même table, ça ne me dérange pas et elle dit au gamin: «Zo de Moni moyen». Dis bonjour au Moni, au tonton. Et je lui dis: «Ah, je ne savais pas qu'on était de la même famille». «Oui, mais les enfants parlent comme ça». Et je dis: «Oui, parce que les parents leur apprennent à parler comme ça». Et elle n'a pas réalisé. Elle m'a regardé, elle n'a pas compris du tout ce que je voulais dire. Et là, ce que je veux dire, c'est que dans mon rôle de magicien, quand je parle à un enfant, mais je vais lui parler comme je parlerais à un adulte, sachant que la maturité n'est pas la même, mais que le message va passer. Et comme tu l'as dit, il y a des enfants qui viennent voir mes spectacles pour adultes, même s'ils ne comprendront pas tout. C'est comme je dis avant, ils auront une belle expérience et ils se diront, je l'espère: «Oh, le mec, il était quand même cool. Il m'a traité comme un adulte, il était bien, je veux être comme lui plus tard». Ça, c'est mon but quelque part, c'est d'être un role model, de dire d'un enfant qui dise: «Mais ce mec-là, il était bien, je l'ai beaucoup aimé, il était pas ridicule, il n'était pas trop enfantin. Moi, je veux être comme ça quand je serai grand». Et ça, pour moi, c'est très important et je pense que c'est faisable. et on en revient à la question, ou au constat de l'authenticité au départ, qui est que si tu considères que toutes les personnes qui sont là, même si le public c'est une entité, mais, avec plein de personnes qui auront des vécus différents, des âges différents, bah, et le respect que tu as vis-à-vis de ton public et l'authenticité que tu lui accordes fera que bah, il le recevra, de la même manière Oui, finalement, oui, oui, ton et tu viens spectacle. d'utiliser le mot parfait, le respect, c'est ça. C'est le respect du spectateur. Si quelqu'un ne veut pas venir sur scène, je ne l'obligerai jamais. Si quelqu'un est mal à l'aise, je le verrai tout de suite de par mon expérience et je ferai tout pour que cette personne se sente à l'aise. Si je fais une blague, je sais pourquoi je la fais et j'espère qu'elle sera bien prise, mais c'est toujours en vue du spectateur et justement le respect de la personne, le respect de mon public. J'ai envie de revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, partant du principe que le chaman avait cette fonction aussi de magicien.
la magie, a été considérée comme dangereuse. Il y a des gens qui ont été brûlés pour Oui. avoir, ce type de pratique. Est-ce que tu vois, des parallèles un peu, entre cette persécution historique et certaines formes de censure ou, au moins d'incompréhension, auxquelles font, face les artistes aujourd'hui? Malheureusement, oui, oui, et je pense qu'on avait un âge d'or, je dirais, où on pouvait vraiment aller très loin, surtout les comédiens. Il y avait une époque où les comédiens pouvaient effectivement s'exprimer, des fois de façon très crue, très, très provocatrice, oui, c'est ça le bon terme, et des fois même trop, mais au moins ils avaient la licence, et ça me je ramène toujours ça au théâtre. Le théâtre, ça il a été dit que le théâtre est censé être une expérience cathartique. À l'époque, chaque roi, chaque, leader avait son courtier, le fou du roi, qui justement lui tenait les miroirs, et je pense qu'encore aujourd'hui, le rôle d'un entertainer, que ce soit un magicien, un comédien, un acteur, un metteur en scène, c'est justement un peu de tenir le miroir de temps en temps, de justement, comme je l'ai dit dans mon rôle, de poser les bonnes questions, de provoquer les gens, de les encourager à être critiques. Mais, ça a beaucoup changé, et je vois ce changement depuis 5 6 ans. On appelle ça le wokisme aujourd'hui parce que les républicains aux États-Unis ont mis ce terme à ce mouvement, mais je pense que c'est malheureusement ça, et je pense que ce n'est pas correct. C'est pas quelque chose de bien. On a perdu de nouveau ce contrat que on peut être d'avis différents et quand même cohabiter. Moi, si aujourd'hui je dis, et je vais très loin, je vais très, très loin là, je sais que je vais me faire incendier, mais je vais le dire, que ce soit homophobie, racisme ou tout ça, je trouve que c'est inacceptable, et malgré tout, dans certains contextes, dans certaines cultures, dans certaines époques, malheureusement, je comprends d'où ça vient, et il faut pas oublier ça des fois. Il faut dire: «OK, je vois, c'est faux, ce que tu fais là est faux». Et je dis toujours, parce qu'aux États-Unis, le sujet du racisme est encore très, très présent, beaucoup plus qu'ici. Moi, j'ai eu des gens noirs, des Africains qui m'ont confronté, et je leur dis tout de suite: «Mais si moi je m'ouvre les veines, que tu t'ouvres les tiennes, c'est rouge. Il y a pas de couleur, il y a pas de différence. Donc on va arrêter tout de suite le dialogue, cette dispute, parce qu'on est des humains». Mais malgré tout, j'essaie de comprendre l'autre. Et ça, c'est très important pour moi, et surtout dans l'art, dans l'entertainment, que ce soit l'art graphique, l'art visuel et tout, il faut garder cette, licence justement pour garder cet esprit critique. Parce que si on me provoque avec quelque chose qui ne me concerne pas ou que je n'accepte pas, mais peut-être je vais m'asseoir et me dire: «Mais qu'est-ce qu'il voulait ou elle voulait dire par là? Est-ce qu'il y a peut-être du vrai là-dedans que moi je n'ai jamais vu?» Et ça, pour moi, c'est important, et ça, en 30 ans, c'est cette capacité, elle est partie. Je dois dire ce qui est considéré correct. Je n'ai pas le droit de dévier parce que je vais me faire, je ne sais pas comment on dit en français, cancel, et 2 jours après, je vais dans tous les médias: «Pardon, pardon, je suis désolé». Mais non, tu n'es pas désolé. Si tu l'as dit, c'est que tu le pensais, own it. Et je pense que ça c'est en train de disparaître, et ça rejoint justement ce qui s'est passé, au Moyen Âge avec, la littérature, les livres, avec les magiciens, respectivement les femmes, les sorcières. Sorcière. Mais c'est horrible, c'est horrible, et on va prendre l'inquisition comme exemple, mais j'ai un problème avec toi, et on va faire une parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. J'ai un problème avec toi, je vais chez le leader, peu importe le politique, je dis: «Ouais, Anne-Claire, j'ai mes doutes». On l'a jamais aimé, mais Anne-Claire, on va régler ça. Anne-Claire, tu es accusée de hérésie, de sorcellerie, on va te noyer, on va t'attacher des pierres. Si tu survis, ben, c'est que tu es d'accro avec le diable. Si tu meurs, ben, ça prouve que tu étais, quand même une bonne personne et tu iras au ciel. Ton âme sera libérée. You lose, however, you lose. Tu n'as aucune chance, et on est de retour, et malheureusement, ces schémas se répètent cycliquement. Les Middle Ages, le Moyen Âge, les guerres, et cetera, et on est en plein dedans maintenant, et c'est très triste pour moi. Mais il y a une nouveauté dans tout ça. Tell me. Ouais, et je vais te la dire et je suis sûre que, bah, voilà, c'est très, très à la mode, mais je peux pas faire autrement que de poser la question. Est-ce que pour toi, les technologies numériques et notamment cette fichue, «intelligence» entre guillemets artificielle,
Est-ce que ça te semble plutôt, soutenir? Est-ce que ça te semble dangereux? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut continuer à faire de la magie et à s'émerveiller, au-delà d'une réalité virtuelle et d'effets spéciaux, qui seraient, créés par, un non-humain? Oui, donc on va commencer par, le sujet général, l'intelligence artificielle et cetera. Moi, je pense que comme toute nouveauté, on a des problèmes, comme je l'ai dit avant, on est confortable, on ne veut pas prendre de risques. C'est quelque chose de complètement nouveau et comme toute chose, fascinante et phénoménale, on ne peut pas négliger que c'est quelque chose de phénoménal. Il y a 2 côtés de la médaille et même Bien il y a sûr. il y a même le centre de la médaille où on balance très finement, où on peut tomber d'un ou de l'autre côté. Donc je pense que les gens qui veulent l'utiliser d'une bonne façon le feront et ceux qui veulent en abuser le feront aussi. Si on prend l'internet qui a 30, 40, 50 et même plus d'années, on a le deep web, on a le dark web et on a notre web que, voilà, la masse utilise. Donc je pense qu'il y a de l'abus et de l'utilisation normale de tout dans toute application. Ceci étant dit, je m'inquiète dans le sens que je ne sais pas où ça va. Je ne nous sommes tellement c'est tellement nouveau et je suis d'une génération transitoire où moi j'ai vécu l'avènement de l'internet, et cetera, les réseaux sociaux, et je ne sais pas où ça va aller parce que moi j'ai vécu ce développement en 20 ans, 30 ans, mais ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est qu'il y a quelque Oui, chose de nouveau tous les jours. oui, c'est ça, C'est tellement c'est rapide. exponentiel, hein. Exactement, c'est Incroyable. exactement, c'est très exponentiel et j'ai parlé avec des amis. J'ai un très bon ami, Karl Ogawa, qui est producteur de films. Il a une demi-douzaine de films, sinon pas une douzaine de films sur Netflix en ce moment, entre autres You, Green Arrow et cetera et Karl m'a dit lui-même: «On ne sait pas où ça va aller». Même les grands studios sont perdus. Ils ne savent pas ce que le public recherche, ils ne savent pas comment toucher leur public et là, je pense qu'en tant que performer live, je pense qu'on a quand même encore l'aspect énergétique. La J'ai fait pendant la pandémie, je me suis retrouvé sans travail comme beaucoup de mes collègues et j'ai commencé à faire des spectacles virtuels via Zoom, mais c'était pas la même chose, ni pour moi ni pour le public. J'ai fait du corporate, du public, donc les gens pouvaient acheter des places. J'ai des sociétés qui m'ont engagé, on se trouvait avec 500 et 1000 autres personnes à avoir d'avis devant un écran, faire des tours, qui étaient spécifiquement, développés pour l'écran, pour ce contexte, mais le rythme, le battement de cœur, comme je l'ai dit avant, Eh oui. il était absent. Le premier spectacle, je l'ai revisionné après le spectacle, je dis: «Mais j'étais trop rapide. Je n'ai pas donné aux gens le temps de savourer ce moment-là. Il manquait une pause là. Là, j'ai pas fait ci, là, c'était trop formel, j'aurais dû être un peu plus tranquille». Mais sur une scène, je ressens ça. Moi, je te vois dans la troisième ou cinquième ou dixième rangée. Je sens que tu es en train de et là, je vais réagir en fonction de ce que tu fais et avec le virtuel, ce n'est pas possible et je pense que ça on a encore un avantage et je le vois, comme tu l'as dit avant, il y a des parents qui amènent leurs enfants au spectacle, il y en a beaucoup et je pense que la tradition, elle est quand même encore garantie pour quelques générations. Je ne sais pas si tôt ou tard ça va s'arrêter, mais je pense qu'on aura toujours besoin de ces émotions, de ce contact, de cette énergie, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. C'est de pouvoir toucher quelqu'un même à 1 mètre. Je te touche, je te sens, je te vois, je vois ton sourire, je te sens, ton odeur et tout. On peut pas nous enlever ça. C'est ce qui nous fait, c'est ce que nous rend humains. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, en disant live. Yes, C'est ça, la clé qu'il faudrait qu'on n'oublie surtout pas et pour pas se laisser envahir ou engloutir par cette intelligence, tout à fait. artificielle ou ces fonctionnements. C'est que on est quand même sur une planète qui vit, avec des animaux qui vivent et nous en faisons partie. Ce n'est pas la nature que nous allons rencontrer, nous en sortons, Somme, c'est ça. de cette nature et C'est c'est vrai. probablement là que la connexion peut encore, Oui, oui. se Je faire, suis hein. convaincu, je suis convaincu. Donc, on va aller te voir à partir du 21 octobre, un nouveau spectacle à Las Vegas Exactement. et on croise les doigts pour qu'en 2026, fin d'année, tu retraverses l'Atlantique et Oh viennes yes! ici, Oui, oui, présenter ça. on est en conversation avec le Casino 2000, donc on espère que ça va aboutir et yes, on va ramener un spectacle live. Waouh!
Alors, je te prends un peu au dépourvu, mais là, maintenant, ce serait quoi ton dernier éclat de voix? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs maintenant? Wow, I don't know. Qu'est-ce que j'aimerais partager avec les auditeurs? Bah, je ne sais pas, il y a beaucoup de sujets qui me tracassent en ce moment, auxquels je pense. Oui, je ne sais pas. Je ne Comme je l'ai dit, je suis contre le dogme, donc je ne veux pas donner de conseils, mais si j'ai un message que j'aimerais donner en tant qu'humain à humain, c'est de voir comment nous pouvons être, chacun plus ouverts pour l'autre, de comprendre, même si on n'accepte pas toujours, mais de comprendre, ce qui se passe de l'autre côté, de trouver des ponts, de créer des ponts pour vivre ensemble. On n'a plus le choix. Autrefois, les voyages n'étaient pas si faciles qu'aujourd'hui. Chacun restait chez soi. C'était très tribalique. Je sais pas si on peut utiliser ce terme. C'est pas grave, Voilà, tribalosti voilà, Ouais, voilà, merci. Tribalistique, tribalique, chacun restait chez soi et pour soi. Mais on vit dans une époque justement où ça a changé. Ça a changé. On est globaliste, on vit dans un monde global et on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et j'aimerais inviter tous les auditeurs à se poser des questions. Comment est-ce que je peux comprendre l'autre? Comment est-ce que je peux comprendre la philosophie, les valeurs de quelqu'un? À peut-être en absorber. Un dicton de Bruce Lee qui disait que dans le combat, les règles sont différentes pour chacun. Tu prends ce qui est utile, tu rejettes ce qui n'est pas utile et tu es joint du tien. Et ça j'ai toujours porté ça avec moi. Je pense que ça, ce serait une phrase que j'aimerais partager justement pour qu'on ait cette ouverture d'esprit qui est nécessaire, dont on n'avait peut-être pas besoin il y a 100 ans, mais qu'aujourd'hui, il nous la faut. Bah, c'est une belle conclusion. Alors de mon côté, je ne te remercie pas parce que tu nous as pas révélé tes tours. C'est un an. Bon, en même temps, on s'y attendait. Ce n'est pas nécessaire. Enjoy the mystery. Keep the mystery alive. Of course, of course. Mais par contre, merci de nous avoir, montré, une magie, humaniste, une magie engagée, une magie ouverte, une magie, qui va au-delà des frontières. Et bon, tu y vas physiquement, mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est aussi dans ton intention, probablement lié aussi à une histoire de vie, de multiculturalisme, d'avoir vécu à droite, à gauche et cetera. Donc qui est empreinte de tout ça et qui, va faire du bien à tout le monde, dans un monde où en ce moment on est un petit peu toujours à regarder ce qui est pas beau. Bah là, c'est trop beau et moi je suis trop contente que tu sois. Tu es super gentil. Merci, ça me touche. Merci David, à Merci, bientôt. Bonne merci. continuation. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, David nous a offert bien plus qu'un tour de magie. Il nous a tendu un miroir sans complaisance et derrière lequel il n'avait rien caché, bien au contraire. Et nous avons pu ressentir l'authenticité, la vulnérabilité du direct, de ce battement de cœur qui est le sien et qui commence fort avec son propre rythme lors du spectacle pour finir par s'accorder avec le nôtre, celui du public. Rien de tout cela ne se vit à travers un écran, ni à travers un filtre, ni à travers aucune technologie, en tout cas pas avec cette intensité. Et David nous rend vraiment responsables de nos questionnements sans nous mâcher, ni nous prémâcher la vérité. Et quand il cite Bruce Lee, qui dit « absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui est spécifiquement tien », j'ai envie de dire que ça résonne franchement comme un mantra que nous pourrions tous nous approprier et nous appliquer quotidiennement. Puisque c'est une évidence, vous avez aimé cet éclat de voix. Devenez passeur, passeuse, vous aussi, abonnez-vous au podcast, laissez des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées, partagez cet épisode. Éclat de voix existe vraiment pour toutes celles et ceux qui ont besoin, envie de s'exprimer, de dire leur vérité, d'oser prendre la parole. Et si vous voulez découvrir l'univers de David Goldreich, rendez-vous sur son site davidgoldreich.com, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site anneclairdelval.com pour plus d'infos. Et puis, je crois bien que depuis le 21 octobre, vous pouvez maintenant retrouver David sur scène pour vivre cette fameuse expérience. Vous n'êtes pas spectateur, mais acteur de votre propre émerveillement dans son nouvel opus qui s'appelle An Evening of Grand Illusion.
Bon, alors pour le moment, c'est aux United States, mais il semblerait bien que ce sera en Europe l'année prochaine, en 2026. On a hâte, on a hâte. Et en attendant, rappelez-vous, la magie n'est pas dans le tour, elle est dans ce qu'elle provoque en vous. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite des éclats de voix. Je vous laisse deviner. Oui, des éclats de voix magiques.